Le GT World Challenge a repris ses droits le week-end dernier sur le circuit Paul Ricard, ce qui était une nouveauté cette année dans ce championnat, puisque la traditionnelle ouverture se fait en général à Monza. Mais voilà, cette année, pour plusieurs raisons, c'est Paul Ricard qui a ouvert cette saison 2024 du GT World Challenge Europe sur une durée de 3 heures. Et dans ce nouveau numéro de Track Limit, notre podcast, nous allons revenir sur cette première épreuve de la saison, qui a vu la victoire de la BMW du Rover Racing, et Laurent Mercier qui était sur place est avec nous. Bonjour Laurent, bien rentré du Paul Ricard, on est parti pour faire ce petit débrief ensemble. Ouais, salut Pierre, ouais, une entame de saison pour Paul Ricard. Ouais, ce qui est nouveau, c'est la première fois qu'on débute la saison en dehors d'Italie. On ira quand même en Italie plus tard à Monza dans l'année, ouais, c'est un petit peu une nouveauté, aussi bien au niveau de la date qu'au niveau du circuit. Bon, donc on le disait, la victoire est revenue au Rover Racing, un habitué du championnat, un habitué de la BMW on sait, a gagné les grandes courses avec cette voiture les années passées. Bon, ils ont été là tout le week-end. On a pu croire à un moment que Lamborghini allait se mêler à la lutte avec la voiture d'Iron Lynx, mais finalement, l'expérience, on sait que les jeunes BMW a un programme très développé pour les jeunes pilotes, le 2K Gen, mais cette fois, c'est plus vraiment des jeunes, le duo Dan Harper, Max S, qui était secondé par l'expérimenté Augusto Farfus, a une nouvelle fois fait parler sa pointe de vitesse, et si le début de course a été plutôt serré, bon, au final il y a 13 secondes d'écart, ça reste une victoire sans contestation, on va dire ça comme ça, pour Rover Racing et la M4 GT3 numéro 998. C'est un petit peu, ouais, c'est un petit peu un changement parce qu'on n'a plus Neil Verhagen qui est avec Dan Harper et Max S qui était avec eux ces dernières années, puisque Neil Verhagen roule en GT World Challenge America avec le team de Servant Tatan, et on a fait confiance à Augusto Farfus, qui était, je trouve, un peu décrié, le fait qu'il roule en hypercar, qu'il roule en GT. On lisait sur les réseaux sociaux qu'Augusto Farfus, c'était un petit peu l'ancienne génération, sauf qu'Augusto Farfus, il a l'expérience. Alors, bizarrement, c'est sa première victoire en GT World Challenge Europe. On aurait pu penser qu'il avait déjà gagné, mais non. Et oui, BMW a été au-dessus. On a eu quand même un changement de BOP à un peu plus de 2 heures du départ, pour 5 marques quand même, on a ôté 20 kilos à l'Audi, 15 kilos à la Ferrari, 10 kilos à la Ford, 5 kilos à la McLaren, et on a rajouté 10 kilos à la Lamborghini. Donc la BMW et la Mercedes, ces deux voitures-là n'ont pas bougé. La Porsche aussi n'a pas bougé. Mais Rover Racing, ouais, c'est l'expérience. Ça a été devant, ça a été rapide. La BMW a été rapide tout le week-end. On les a souvent vus aux avant-postes. Et il n'y a pas grand-chose, il y a pas grand-chose à rajouter, à part que la 98 aurait pu aussi monter sur le podium. C'est ce que j'allais te dire, Euh, on n'était peut-être pas loin voire du doublé, ou au moins d'un double ouais, podium. ouais, avec Philippe Eng, Niki Hayali et Marco Wittmann, mais il y a eu un souci au niveau du ravitaillement. Le ravitaillement a été plus long. Il a fallu s'arrêter une fois supplémentaire pour remettre du carburant. Et malgré tout, cette BMW 98, bon, elle finit en dehors du top 10, elle finit quand même 12e. Mais vu comment elle remontait en fin de course, il y avait de toute façon de quoi faire un bon résultat, parce on a vu qu'elle a pris l'avantage aussi sur une voiture d'ailleurs, qui est la voiture de WRT, celle de Maxime Martin, Raffaele Marcello et Valentino Rossi. Mais bon, finalement, c'est une 12e place. Mais ouais, Rover Racing était clairement au-dessus. Et niveau, bon, à part cette petite cagade dans les stands, sinon, Rover Racing, c'est l'expérience. Expérience, on sait que cette première manche Endurance Cup de la saison sur 3 heures, c'était la seule de préparation avant les 24 heures de Spa, donc forcément il y a toujours une importance pour les équipes pour répéter les gammes. Bon là, Rover Racing, ils ont parfaitement joué leur partition, mais derrière quand même, ça a été assez disputé tout au long du meeting. Je reprends le classement en qualif par exemple, où on voit que c'est quand même très serré, on le sait, à la moyenne, mais les marques sont quand même plutôt bien représentées dans le top 10 à l'issue des qualifs, puisqu'on a BMW, McLaren, on a également Lamborghini, on a Mercedes, on a Porsche. Bon, c'était quand même pas mal au niveau de l'équilibrage, et même au final, en fin de course, BMW, Lamborghini, Mercedes, Porsche, Audi, Aston Martin, Ferrari, Ford dans le top 10. C'est pas mal. Hmm. Comme tu disais, il y a eu un changement de BOP, mais globalement,
le peloton était quand même plutôt homogène. Est-ce que c'est un peu ce que tu peux analyser de ton côté? Ouais, ouais, il y a pas grand-chose à dire. Bon, les BMW, principalement, c'est les deux de Rover Racing étaient vraiment avionesques en termes de ligne droite. Donc, on sait, surtout en fin de relais, mais c'est un peu le cas des BMW M4 GT3 d'une façon générale. Donc il y a pas grand-chose à dire. Euh, on peut aussi saluer quand même la prestation de la Lamborghini qui revient après une saison 2023 assez compliquée quand même. On a travaillé tout l'hiver chez Lamborghini, on a fait des ajustements, notamment au niveau du système de freinage qui a un petit peu été revu. On a aussi un nouveau capot à l'avant. Et Caldarelli, Caroli, Bortolotti, bah, ça fait la pole, ça termine deuxième. C'est la troisième pole du Lamborghini au Paul Ricard. Et ça finit deuxième à 13 secondes. Bon, il a manqué un petit peu, mais Lamborghini revient sur le devant de la scène. Il n'y a pas eu de bol, par contre, pour la voiture de Grasser, la voiture notamment pilotée par Franck Pereira. Il y a eu un contact avec Christian Engelhardt dès le départ, dès le premier tour. Et Engelhardt, Mappelli et Pereira finissent aux portes du top 10. Mais là aussi, il faudra surveiller Lamborghini. De toute façon, chez Lamborghini, on n'a qu'une envie, enfin, on a surtout une envie, c'est de gagner les 24 heures de Spa. Oui, ça manque au Euh, palmarès de la marque, c'est ah certain. ouais, clairement. Donc, bon, Lamborghini, c'est quand même une belle revanche et un bon retour quand même sur le devant de la scène pour la marque italienne qui doit se passer maintenant depuis quelques semaines de Giorgio Sana à la tête de Lamborghini Squadra Corse. Mais bon, note positive pour Lamborghini. Note positive, alors pour Mercedes, bon, on n'a plus à Codis ASP. Ni Raffaele Euh, Marcello, Ni Raffaele Marciello. Ouais, ce qui peut compter exact. hein, quand même, à Ouais, quelques. ouais, ouais, exactement. Ouais. Donc, on n'a plus Acodis ASP qui continue à rouler en Mercedes, mais uniquement en GT2, European Series. Mais en GT3, bon, on a Get-Speed et Winward qui sont quand même les deux équipes à surveiller. Et on a une troisième place de Stolz, Schiller et Gounod. Mais de toute façon, à la régulière, on a vu que la Mercedes en VMAX, elle manquait quand même de perfo. Donc, bon, troisième place. Je pense quand même que il n'y avait pas moyen de faire mieux. Ok. Mais encore une fois, la Mercedes est là. Hein, c'est pas la meilleure. On sait que c'est pas la meilleure dans un domaine, mais elle est constante à peu près partout et ça reflète un petit peu aussi cette Ouais. philosophie de voiture, hein, un petit peu. Ouais, il y a l'abandon par contre de Winward, la voiture notamment avec Maro Engel Mhm. en fin de course. Bon, là aussi, on a une voiture quand même qui est quand même aussi un petit peu en fin de vie. C'est un peu comme l'Audi. C'est la plus ancienne, hein, c'est ça, on est d'accord. Hein. Ouais, ouais, début de carrière en 2016 pour la version Evo, pour la version Mercedes, pardon, pour la Mhm. version GT3. Et après, on a la version Evo depuis quelques années. Mais bon, la concurrence a beaucoup travaillé. On a pas mal de nouvelles voitures et forcément, ça pêche un petit peu. Quatrième, on parlait de Raphaël et Marcello pour sa première course en GT World Challenge avec la BMW M4. Quatrième avec Valentino Rossi et Maxime Martin. Peut-être WRT un poil en dessous de Roveux, selon toi, sur cette manche. Ouais. Bon, la Hein, 32 ben, a été éliminée après un contact. Donc, voilà, le problème, c'est que bon, là, on peut se fier qu'à la 46. Alors, c'est le meilleur résultat en endurance de Valentino Rossi depuis qu'il roule en GT3. Mais on n'a pas de comparaison avec la 32 qui a rapidement abandonné la voiture de Charles Weers, de Sheldon van der Linde et de Dries Vanthoor. Donc, bon, je pense que cette voiture se serait mêlée aussi à la course en tête. Mais bon, c'est un bon résultat pour la 46, bon, qui a quand même été un peu chahuté par le Rover Racing. je vais pas forcément dérouler, Laurent, le classement général, mais les nouvelles voitures, hein, comme l'Aston Martin Vantage GT3 et la Ford Mustang, bah finalement, on sait quand même toujours les débuts de cycle dans une nouvelle voiture, c'est pas forcément évident. On le voit notamment avec la Corvette en IMSA. Bon, là, finalement, Mm. avec une seule Ford engagée, on sait toujours que engager qu'une seule voiture, c'est pas forcément évident. Le travail et le résultat sont plutôt encourageants pour Christopher Mies, Fred Vervisch et Denis Olsen et Proton pour la Ford avec le top 10. Et pour Mm. Come to You avec sur le papier un équipage qui fait vraiment peur. Hein, Mattia Drudi, Marco Sorensen et Niki Tim avec la nouvelle Vantage. T'as pu un petit peu discuter avec ces deux clans de cette Ouais, nouvelle aventure. je pense que les deux auraient signé pour un tel résultat à l'arrivée. La Ford, c'est un peu compliqué parce que, bon, on l'a déjà dit, on peut le redire, mais c'était pas prévu que ce soit Proton Competition qui fasse rouler cette Ford cette année, Effectivement. puisque c'était prévu que ce soit Dynamic GT et que Dynamic s'est rétracté pour continuer à faire rouler ses Porsche.
Et donc, c'est l'équipe de Christian Rick qui fait rouler la Ford. Et en début de meeting, c'était un peu la même chose qu'au prologue. On a vu une Ford quand même qui n'était pas terminée, qui était toute démontée. Et là, on s'est dit, bon, bah, ça va être Ça- compliqué quand même. Ouais, presque une séance d'essai Euh, grandeur nature, quoi. ouais, exactement. Et finalement, tu vois, la Ford, bon, c'est un dragster hein, en ligne droite. Hein. Ça pédale sévère hein, quand même. Hein. Mais 10e place, franchement, c'est plus qu'honorable. C'est même un bon résultat pour une première, quand on voit ce qu'il y a en face. Donc ça, là-dessus, Ford, c'est plutôt bien. Et c'est aussi bien avec l'Aston Martin, comme Toulouse, qui débutait avec 4 voitures, donc ce qui est quand même pas rien. En plus, il y a quand même eu 2 sorties de piste de 2 voitures lors des essais plus tôt dans le meeting. Donc cette 7e place de Rudi Sorensen Team est quand même là aussi positive. C'est une nouvelle voiture, c'est une équipe qui débute avec cette voiture. Il n'y a pas beaucoup de pièces aussi, hein. Donc ça, c'est quelque chose quand même à signaler, hein, puisque cette voiture numéro 7, qui est la voiture de l'équipage pro, c'est pas la voiture de Come to You, c'est la voiture qui appartient à Racing Spirit of Le Mans, qui a été louée à Come to You pour ce meeting. Et cette Aston Martin roule cette semaine en European Le Mans Series à Barcelone. Donc non, non, 7e place, pas grand-chose à dire, bien, positif. Parmi les anciens, on avait, alors là on va revenir sur des noms connus, mais dans le clan Audi, hein, qui est toujours là, comme on rappelait, hein, c'est pas parce que le programme Audi Sport Customer Racing s'est arrêté sous son format qu'on connaissait depuis des années que les Audi ne roulent pas. Et ben, Attento Racing, hein, qui a fait une course plutôt solide avec un Ricardo Feller, tu m'arrêtes, mais qui a encore été très fort, parce que c'était une des très belles remontées de l'épreuve. Et on verra un petit peu après que bah, les Audi ont également été performantes dans les autres classes. C'est plutôt bien de voir toujours cette Audi bien placée et en lice pour les premiers postes, même si effectivement ils Bah, sont partis d'un il peu y en a. loin, quoi. Ouais, bah, elle est partie un peu loin, elle est partie même très loin. Je crois qu'elle est partie 30, 35, Ok. comme ça. Et pour terminer, tu vois, 6e. Donc là aussi, on a vu que l'Audi, bah, elle remontait. Alors évidemment, il y a aussi, t'as quand même pas mal de concurrents qui ont profité aussi des différentes neutralisations pour recoller un petit peu avec les différents safety cars. Mais c'est une belle perf de Haas, AK et Feller. Et ils ont un petit peu sauvé, alors je parle pour le général, hein, parce qu'on verra un peu plus tard qu'en Gold Cup, ça a plutôt bien fonctionné. Mais au général, c'est sûr que cette numéro 99 a un petit peu étonné tout son monde. Porsche avec Rutronic et Pure Racing. Alors bon, Rutronic, c'est pas tout à fait une surprise de les voir là au vu du pédigré des trois pilotes, hein. On rappelle Julian Lauer, Patrick Niederhauser et Sven Muller pardon, sur la 96 qui termine dans le top 5. Bon, peut-être pas la Porsche, peut-être pas la plus rapide ce week-end. Mais par contre, il faut encore souligner, Laurent, je pense que tu seras d'accord avec moi, mais la très belle prestation de Pure Racing et de Klaus Bachler, Alex Malikin, encore lui, et Joel Sturm, qui sont en pro, sachant que bon, on en parlait dans notre vidéo des classes en GT World Challenge. Bah, Alex Malikin, c'est pas un pilote pro à la base, mais le trio fait quand même une 8e place au milieu de Mm. AF Corset, au milieu de Come to You, de Rover Racing, de WRT, de Getspeed. Bah, ce qu'on a vu l'an dernier en Bronze Cup, ce qu'on a vu en Asian Le Mans Series cet hiver, ben, on commence à le retrouver, mais à un niveau autre en GT World Challenge. Et j'oublie évidemment pas le WEC. Ben, oui, oui, c'est sûr. Donc, on peut le rappeler, mais on a changé la classe avec ce pilote bronze, Alex Malikin, qui roule en pro parce que justement, on a un des pilotes qui est Joel Sturm, qui est passé de silver à gold. Et donc, évidemment, cet équipage a changé. Donc, on a aussi changé la couleur de la voiture, puisqu'on est passé du blanc au rouge. Et là, il n'y a pas grand-chose à dire quand on regarde les moyennes d'Alex Malikin durant son relais. Bon, c'est de loin, de très loin, le pilote bronze le plus rapide et qui est rarement pris en défaut. Et franchement, terminer 8e avec un pilote bronze, quand on connaît la compétitivité du championnat, franchement, bravo. Donc, Pure Racing, il n'y a pas grand-chose à dire. Rutronic, bon, Rutronic, là, c'est pareil, Andlauer, Niederhauser, Müller, pareil, il y a rien à reprocher. Juste, la deuxième voiture de Rutronic a été très bonne en début de course avec un Dustin Blattner que peu de gens connaissent, mais qui a vraiment été rapide, qui est un habitué des Porsche Cup, comme quoi la filière Porsche Cup fonctionne à plein pot. Donc, à surveiller à l'avenir cette voiture, cette deuxième voiture de Rutronic Racing, qui a été au rendez-vous. Et puis, on peut que regretter la 14e place de Schumacher CLRT avec Guven, Heinrich et Dorian Boccolacci, puisque cette voiture, sans un arrêt supplémentaire pour ôter le câble de mise à la masse qui était resté
autour de l'aileron et les officiels ont demandé justement à cette voiture de s'arrêter pour ôter le câble. Bon, et un arrêt supplémentaire, ça fait descendre la voiture à la 14e place au général à l'arrivée. Et je pense que sans ça, il y avait le potentiel pour jouer le podium, voire peut-être même pour aller se mêler à la lutte pour la victoire. Donc c'est de bon augure pour la suite de Schumacher CLRT en endurance. Peut-être une petite erreur de jeunesse sur l'arrêt Ouais, au ouais, une stand. erreur de jeunesse. Bah, c'est un peu comme Rover Racing. Alors là, c'est un peu différent parce que c'était pour le ravitaillement en carburant. Mais tu sais comme moi que bon, il y a des fois où bah, ça ne veut pas rigoler. Une fois, ça s'arrête plus longtemps. Une fois, tu as un écrou pour changer une roue qui se grippe. Et il peut toujours y avoir des petites cagades et tout. Mais bon, sur la prestation globale, si on fait abstraction de ça, quand on voit le résultat aux essais, c'est la première fois que Schumacher CLRT fait rouler une voiture en pro en endurance, parce qu'on l'a vu en finale du sprint l'année passée à Zandvoort. Mais je trouve que c'est quand même plutôt de bon augure pour l'équipe de Comme de Gare pour la suite. Bah, bien sûr, hein, P2 en qualif, Mm. c'était très encourageant et ça ne faisait que confirmer le niveau des trois pilotes. Il y avait pas de souci là-dessus. On n'a pas parlé de Ferrari parce qu'on avait quand même au départ un très très bon Alessio Rovera qui a une fois de plus fait un départ assez flamboyant. Bon, après, il y a eu le contact avec la BMW numéro 32. Finalement, la Ferrari en course, sur la longueur, ça a été un poil plus compliqué puisqu'elle termine 9e avec Rigone et Pierre Goudy. Mais bon, je sais aussi que du côté de Ferrari, il va falloir surveiller aussi ce que ça va donner au Court Strike 24 heures de Spa. Et surveiller aussi, bah, on a le retour de Vincent Abril, hein, qui fait équipe avec Thomas Neubauer, qui maintenant est nouveau pilote officiel Ferrari GT. Et puis David Vidalès, cette voiture a terminé 17e. Bon, elle a toujours été un petit peu dans le ventre mou du classement. Mais attention à la 51 quand même cette saison. Ouais, on connaît Ferrari sur leur capacité à être là Ah, sur les grands rendez-vous. puis on connaît Ferrari aussi pour pas trop, Se pour montrer. passer un peu sous les radars. Hein. Et puis essayer après de tirer son épingle du jeu. Et je sais que bah, forcément, c'est pour tout le monde pareil. Spa est dans le viseur de toutes les équipes. On va passer aux classes, Laurent. On rappelle, hein, il n'y a pas que le pro, il y a évidemment la Gold Cup, la Silver Cup, la Bronze Cup pour ces épreuves du calendrier global du GT World Challenge Europe. On vous invite à aller revoir notre vidéo qu'on a publiée sur YouTube et sur le site d'Endurance Info pour vous refaire un explicatif de toutes ces classes. Et il y aura évidemment le Pro-Am qui viendra renforcer ce peloton aux 24 heures de Spa. Et en Gold Cup, c'est un nom bien connu qui s'est imposé, puisque c'est Saint-Eloc Racing. Alors certes, qui n'aligne pas de voiture en pro cette année, contrairement aux autres saisons, mais l'équipe de Sébastien Chetaille a fait une perf plus que aboutie en Gold Cup, avec un équipage qui, sur le papier, avait de beaux espoirs, hein, puisqu'on a quand même Gilles Magnus, ancien pilote officiel Audi, Jim Pla, dont on ne présente plus les qualités, et Paul Évrard, qui avait découvert et le championnat et la voiture l'an dernier déjà chez Saint-Eloc. Mais au final, ça fait une victoire probante, Laurent, on peut appeler ça comme ça, parce qu'ils étaient déjà bien placés en qualif, et après, il a fallu aller chercher la Mercedes Almanar by Get Speed, et ce que Jim Pla a bien fait. Il y a eu juste une petite alerte avec une crevaison lente, si je ne me trompe pas, à la fin Mm. du deuxième relais, mais finalement, Saint-Eloc prouve encore une fois qu'ils répondent présents quand tout se déroule bien et qu'ils ont toutes les cartes en main, quoi. Bah, comme quoi, l'Audi n'est pas forcément un mauvais choix, hein, malgré pas grand-chose au final. Parce que les voitures qui roulent en Gold, qu'il y ait un soutien Audi ou qu'il n'y ait pas de soutien Audi, ça ne change rien. Parce que là, on a affaire à des voitures privées, on n'a pas d'engagement officiel de la part d'Audi. Donc, ça ne change pas grand-chose. Bon, comme tu l'as dit, Jim Pla, on ne présente plus, mais Jim Pla, une fois de plus, était au rendez-vous, sachant qu'il disputait sa première course sur une Audi en version GT3. Il avait fait Barcelone, mais en GT4 en fin de saison dernière avec Jean-Luc Bobic chez Speedcar. Mais ouais, pas grand-chose à reprocher, hein, rien. Hein. Non, à part Quand tu... bon, en plus, c'est ni la faute de l'équipe, ni la faute du pilote, mais il y a cette crevaison lente en fin de relais pour Jim Pla qui a dû rentrer et surtout maintenir la voiture sur la piste. Et finalement, ça a été relativement transparent dans le résultat final, puisqu'après Gilles Magnus a conclu de fort belle manière l'épreuve. Donc il y a eu zéro faute de l'équipe, zéro faute des pilotes. Et on connaît l'expérience de Saint-Eloc et la qualité de l'équipe, et là en plus des pilotes, donc il n'y a pas de véritable surprise en fait à les voir jouer aux avant-postes, mais là c'est vrai que la partition a été quasi parfaite.
quasi parfaite. Et il Ouais, fallait quand même aller rien. chercher une Mercedes qui est quand même bien emmenée, puisque on a quand même Mika Grenier ou encore Dominique Baumann aux côtés d'Al Zubair sur la 777. Bon, c'était pas n'importe qui non plus, quoi. Non, non, c'est sûr, c'est sûr. Et tu vois, l'Audi 25, elle termine quand même 13e au général. Mm. Et c'est une belle entame de saison. On a vu que chez Saint-Éloque, les équipages ont tardé à être finalisés. Et du coup, bah, ça donne encore plus de baume au cœur, je pense, à l'équipe stéphanoise pour essayer de faire une belle saison. Donc, comme tu l'as dit, la Mercedes Almanar aussi est quand même plutôt bien. Et puis, il faut aussi saluer la troisième place dans cette Gold Cup pour une autre Audi, C'est ça, c'est ce avec que un j'ai de team dire. français encore, avec le CSA Racing, avec Arthur Rougier, Romain Carton et Adam Eteki. Et là aussi, deuxième saison de CSA Racing en GT3. Et une troisième place, un podium après celui de catégorie aussi, enfin de classe au 24 heures de Spa l'année passée. Là aussi, c'est de bon augure avec ce trio et notamment Romain Carton qui passe du GT4 au GT3. Alors, Arthur Rougier, on connaît aussi sa pointe de vitesse et Adam Teki, on l'avait vu l'an passé chez Butsen VDS aussi, donc sur une Audi. Et il Donc là, on ne connaissait peut donc pas voilà trop. la voiture, effectivement. Voilà, mais là aussi, belle perf donc de Saint-Éloque et belle perf de CSA Racing. On passe sur le Silver avec Winward Racing qui l'emporte avec la Mercedes numéro 57 de Satyen Tirakularo et Carezani. On les a vus rapidement aux avant-postes, Laurent, et ils ont été dominateurs sur la quasi-totalité de l'épreuve. On connaît là encore Winward Racing et leur capacité à bien exploiter la Mercedes. Bon, et on voit que les Mercedes, d'ailleurs, dans cette classe Silver, étaient plutôt bien emmenés, puisque le podium est 100% Mercedes, puisque outre Winward Racing, on retrouve Boutsen VDS avec le trio Gazo, Meyuas, Panis en deuxième position, et Matt Panda Motorsport avec le seul équipage à deux voitures. Tu m'arrêtes À deux pilotes. à deux pilotes, pardon, tu m'arrêtes si je me trompe, mais Hum, Ezekiel Ouais, Perez-Compin, c'est effectivement Patrick Hassenheimer sur la numéro 90. ouais. Mais bon, Winward Racing, là, c'est solide, hein, parce qu'ils ont gagné en début d'année leur classe aux 24 heures de Daytona. Ils ont gagné ensuite aux 12 heures de Sebring. Là, ils gagnent en Silver Cup avec un nouvel équipage, hein, avec Satyen Tirakul, Haro et Carizani. Donc là aussi, c'était pas forcément gagné. C'était pas forcément gagné. Bon, on n'a pas non plus 20 voitures en Silver Cup. Mais bon, Winward Racing connaît parfaitement la Mercedes. Et comme tu te dis, les Mercedes ont un peu trusté le podium en Silver Cup. Et en Bronze Cup, eh bien, on a un retour gagnant pour Kessel Racing, qui faisait effectivement son retour dans la série. Alors certes, pas en pro ou dans des classes supérieures comme on a pu le voir il y a quelques années, mais Rossi, Schiro et Fumanelli, bah, ça fait un très joli trio qui avait été annoncé assez tôt, donc l'équipe a sans doute très bien pu préparer son affaire. Mais l'équipe de Ronnie Kessel fait une prestation parfaite en bronze avec un top 20, il faut le souligner également, au milieu des gold et des silver. Et avec une avance plutôt confortable sur la concurrence qui est emmenée par F Corset et comme Touillou qui complète le podium dans la classe avec sa nouvelle Aston Martin. Kessel Racing, Laurence, c'est un nom qu'on connaît très bien effectivement en GT World Challenge, qu'on connaît également en WEC ou en GT Open, mais là c'est bien de les revoir dans cette série après quelques temps d'absence. Ah oui, c'est clair, c'est bien de les revoir. C'est eux qui avaient fait débuter Valentino Rossi aussi en GT3, on se souvient, sur une Ferrari en blanc-pain Endurance Series à l'époque. Et donc on revient à plein temps du côté de Kessel Racing avec deux voitures. Alors, pour avoir assez longuement discuté avec Ronnie Kessel dimanche avant le départ, où je lui disais, ce serait pas mal maintenant de revenir avec une voiture en pro pour la gagne. Mais bon, Kessel Racing, il y a déjà pas mal de programmes. Enfin, il y a beaucoup de voitures en Ferrari Challenge. Il y a du GT Open, il y a de l'ELMS, il y a ici en GT World Challenge Europe. Donc, ça fait quand même beaucoup. Et il faut aussi souligner Nicolo Rossi, qui fait partie un petit peu de la filière Kessel, qui a commencé au plus bas de l'échelle en Ferrari et qui a gravi les échelons, qui est arrivé jusqu'en sprint en GT Open et qui maintenant roule en endurance et ça fait une victoire. Et Fumanelli, bon, ça on connaît aussi, et Nicolas Chiro, c'est la même chose. Mais c'est un retour gagnant pour Kessel Racing. Bon, après, pour être honnête, enfin, moi je me faisais pas trop de soucis par rapport à la compétitivité de Kessel Racing. Et c'est même un doublé Ferrari, parce que c'est Alex Corset qui termine la deuxième place en Bronze Cup avec Bertolini et les Makils, père et fils.
Donc la Ferrari 296 GT3, ça a été un peu compliqué au général, malgré la 51 quand même en début de course, mais du coup en bronze cup, les Ferrari répondent présent. Et puis la belle troisième place aussi de Come to You, quand même, avec un débutant en GT3 avec Job van Neutert, qui a quand même aussi été bon. Et c'est aussi une belle perf pour Come to You dans cette bronze cup, puisque là aussi, cet équipage s'est finalisé quelques jours seulement avant le début de saison. En fait, la seule marque qui a déçu, c'est McLaren. On a eu pas mal de McLaren aux avant-postes lors des essais. Par contre, en course, les McLaren se sont un peu pris les pieds dans le tapis, notamment Garage 59. On a eu un abandon très rapidement de la voiture de Benjamin Goethe. Et par contre, il y en a quand même un qu'il va falloir surveiller. C'est le Adam Smiley, Ouais. qui a été très très bon. James Cottingham aussi a été bon. C'est lui qui a remplacé au pied levé Miguel Ramos qui était blessé. Et le troisième pilote est Louis Prête. Et attention quand même à cette voiture qui roule en bronze cup. Mais bon, au classement général, McLaren, c'est un peu compliqué. Alors après, on a peut-être des équipages aussi qui sont peut-être un petit peu moins capés que les équipages de pointe du côté de McLaren. Et puis la voiture d'Optimum aussi qui a rapidement abandonné. Ouais, au bout de 6 Bon, tours, hein, ouais, c'est sûr. ouais, McLaren, c'est la marque un petit peu qui est passée en Qui est passé au dedans travers. Ouais. de cette manche inaugurale du GT World Challenge Europe 2024. Laurent, il y avait forcément une question qui allait revenir dans les débats, notamment Paul Ricard, c'est les limites de la piste. Est-ce que ça a été un problème? Est-ce que ça a été plutôt bien géré ce week-end, toi qui as pu voir de Non, l'intérieur? non, ça a été bien géré. On avait deux caméras de plus, donc le total de caméras est de 6. Mhm. Donc franchement, non, non, ça a été bien géré. Il y a eu pas mal quand même d'avertissements et des pénalités, notamment en essai avec des voitures qui ont été obligées d'arrêter pendant 10 minutes. Et là, tu as le droit à 6 et après tu passes, tu as une pénalité. Après, si tu passes à 12, bon, 12 quand même sur une manche de 3 heures, il faut quand même être costaud. Mais c'est pour harmoniser par rapport aux 24 heures de Spa, donc c'est pour ça qu'on a ces règles. Et là, ce serait un drive-through. Mais non, non, ça a été bien géré. Et ce qui a aussi été bien, à mon avis, une bonne idée en termes de règlement du côté des séros, c'est la séance préqualificative. On a changé un petit peu les règles pour cette séance préqualificative. Donc, on a raccourci la séance de 30 minutes et on a allongé la séance d'essai libre de 30 minutes pour compenser le temps de roulage. Et le fait que tu sois obligé de partir avec des pneus neufs, que tu aies un train de pneus neufs pour cette séance, que tu ne puisses pas remettre de carburant, que tu as un minimum de tours à faire, donc tu dois faire 8 tours, pas par pilote, mais par voiture sur cette séance d'une heure, pour essayer de récupérer un maximum de données, justement, pour éviter un petit peu que les petits malins cachent leur jeu. Ça permet à Claude Surmont et à son équipe qui gère la BOP d'avoir un peu plus de données un petit peu plus claires. Et ça, je pense que c'est une bonne idée et les concurrents dans l'ensemble ont plutôt apprécié ce changement. On avait aussi on a eu une bonne surprise, c'est le public, Laurent, qui était très présent le week-end dernier Et la météo. au Paul Ricard. La météo, alors toi tu y étais, moi je n'étais pas là, mais ça a fait un bon mélange, on va dire, puisqu'il y avait 23 Bah, ça, 100 spectateurs. ça fait un bon mélange. Et le truc, c'est que là, quand même, bon, mis à part les midgets, où il y avait la midget Italia, où là, on n'a pas affaire à des vrais GT, mais tu avais quand même le plateau du GT4 Europe, le plateau du GT2 European Series et tout le plateau du GT3. Et franchement, les gens viennent, enfin, c'est mon avis, mais les spectateurs viennent pour voir ces gros GT parce Bien que sûr. parce que c'est les voitures qui font rêver. En plus, le paddock était bien organisé. C'était un peu différent des années passées, parce que les années passées, on avait le Lamborghini Super Trofeo Europe, donc qui prend beaucoup de place. Donc, c'est-à-dire que les GT4 Europe étaient l'autre côté De du l'autre côté, circuit. exactement. Tu vois, tu te souviens, il fallait prendre la passerelle pour y aller et tout. Que là, tout le monde était dans le paddock et sur le parking à l'entrée du paddock, aussi bien les GT4 que les GT2. Et ça, franchement, pour les spectateurs, c'était nickel. Je veux dire, sur le rond-point, tu avais une Maserati MC12 qui était exposée à côté d'une MC20. Les spectateurs, je ne sais pas combien de photos ont été prises de cette Maserati MC12. Et les gens viennent voir ces GT qui font rêver. Et là, franchement, non, au niveau du spectacle, pas grand-chose à dire. Et des GT toute la journée, des courses qui ont été diffusées aussi bien GT2, GT3, GT4 gratuitement sur Internet. Et en plus, la course GT3 avec différentes langues, puisqu'il y a l'italien, l'anglais, l'allemand et le français.
Donc non, franchement, je pense que tout le monde y a trouvé son compte et tout le monde était content. Et en plus, la météo était de la partie, donc là-dessus, rien à dire. Et est-ce que voir cette épreuve du Paul Ricard maintenue à cette place les autres années, ça peut être une possibilité selon toi, au vu de, de tout cet attrait qu'il y a eu, du grand nombre de spectateurs, ou est-ce que l'ouverture de Monza semble difficile à remplacer? Bah, la seule différence, c'est qu'il n'y avait pas la fête sur la terrasse, la rooftop, avec les concerts et la musique jusqu'à 3 heures du matin. En fait, c'est un petit peu le seul changement. Maintenant, bon, je ne sais pas ce qu'on va faire du côté des Sierros. Il y a aussi cette histoire de finale à Jeddah qui vient un petit peu bouleverser les cartes par rapport au calendrier sur une manche de 6 heures. Donc, l'idée, c'est quand même d'aller en Arabie Saoudite quand même sur quelques années. Donc, écoute, c'était pas mal. Non, franchement, ouvrir au Paul Ricard. Est-ce que c'est bien d'avoir une seule course de 3 heures avant les 24 heures de Spa, qui est le gros morceau? Ça, par contre, c'est un autre sujet. Sans période Euh, nocturne également. Sans pilotage de nuit, bon, on avait 54 voitures ici. On en aura 70 à Spa parce qu'on aura des renforts, mais c'est sûr qu'il n'y a pas de il y a pas de pilotage de nuit. Et on a aussi eu dans le passé des équipes qui venaient s'engager au Paul Ricard pour préparer les 24 heures de Spa, ce qui là ne sera pas possible évidemment parce que c'était la seule course endurance. Laurent, mais écoute, on a fait le tour de cette première manche. Le prochain rendez-vous, ça sera du sprint. Et on retrouvera un circuit mythique en Angleterre à Brands Hatch où en général les courses, tu m'arrêtes si je me trompe, mais sont très animées. Et Ouais. où le public sera évidemment encore une fois de la partie comme ces dernières années avec, on se souvient de la première saison de Valentino Rossi. Avec WRT, ça avait été, on va pas appeler ça l'émeute, mais dans le bon sens du terme. Voilà, c'était assez incroyable à voir et je pense que le public répondra une nouvelle fois présent pour cette épreuve de Brands Hatch qui ouvrira la saison sprint, mais après se profileront assez rapidement pour l'Endurance Cup, les 24 heures de Spa. Tu nous rappelles, Laurent, la journée test des 24 heures de Spa? À quelle date? Oui, on aura la journée test des 24 heures de Spa, donc évidemment avec des 24 heures de Spa qui se déroulent bien fin juin, hein. Donc 29 et 30 juin. Donc la journée test, ça va changer forcément un petit peu. Ce sera le 21 et le 22 mai, hein. Donc très vite, hein, c'est dans un tout petit peu plus d'un mois, donc il faudra que les équipes voilà, se préparent au mieux pour ce grand rendez-vous. Et on rappelle hein, que les trois grandes courses de 24 heures, trois des grandes courses de 24 heures dans le sport auto, donc le Nürburgring, Le Mans et Spa, se déroulent en quasiment 30 jours. Donc ça va être un planning assez chargé. Laurent, tu as quelque chose à ajouter ou pas, mais sinon on peut conclure pour ce nouveau numéro de Track Limit. Non, non, écoute, pas grand-chose à part que le championnat GT World Challenge Europe reste la référence quand même en GT3 en endurance et que il y a tout le temps autant d'intérêt. On a eu vraiment un pic de clics sur les articles et un pic de clics aussi sur la diffusion de la course en français. Donc tout ça, ça va plutôt dans le bon sens. Même si, attention à l'augmentation des coûts. On en parlera peut-être dans un track limite spécial Mhm. ou peut-être même dans un track loose, parce que ça, c'est pas forcément quelque chose de positif. Mais il faut vraiment faire attention parce que là, à discuter avec toutes les équipes dans les différentes classes, et ça ne concerne pas que le championnat GT World Challenge Bien sûr, Europe, hein. voilà, c'est ce que j'allais te dire. Ça On va l'entend ça partout. va jusqu'au WEC. Là, on est rendu au plafond. Si jamais ça va un poil trop haut, j'ai un peu peur qu'on le paye cher dans quelques temps. Écoute, on espère que les promoteurs et autres instances dirigeantes fassent attention à ce point qui est toujours effectivement majeur pour les équipes et les pilotes pour monter les programmes. Laurent, merci beaucoup. Merci pour ce débriefing des 3 heures du Paul Ricard donc, qui ouvrait la saison 2024 du GT World Challenge Europe. Et nous, on se retrouve dans un prochain numéro assez rapidement de Track Limit, le podcast d'Endurance Info. Merci Laurent. Merci, à bientôt.